Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les ondes et nous allons continuer dans la foulée de la vidéo précédente où nous avons présenté une petite formule mathématique très simple, sinus oméga t moins kx. Et vous vous rappelez, cette petite équation, elle nous permet de caractériser une onde aussi bien dans l'espace que dans le temps, avec des paramètres comme la période, la fréquence, la pulsation, la longueur d'onde et le nombre d'ondes. Et cette petite formule, elle fait bien plus. Elle nous permet de décrire une onde aussi bien dans son évolution dans le temps que dans sa propagation dans l'espace. Et à partir de là, on avait développé un petit programme Python qui n'utilise que cette petite équation sinus oméga t moins kx. Et on va le voir, ce petit programme, il nous permet de reproduire le comportement d'un train d'onde. Bon, c'est vrai, cette petite équation sinus oméga t moins kx, elle ne nous dit rien sur la physique sous-jacente dans la propagation d'une onde. Mais elle nous permet de simuler son fonctionnement. Et là, nous allons faire plus, nous allons utiliser ce petit programme pour simuler le comportement de plusieurs trains d'ondes qui sont engendrés par des sources différentes. Car une onde, elle n'est jamais isolée. Dans la nature, nous avons affaire à un grand nombre d'ondes, en même lieu et en même temps. Un individu seul, un groupe ou une foule, cela ne se comporte pas de la même manière. Eh bien les ondes, c'est pareil. Et nous allons faire apparaître avec ce petit programme le comportement collectif d'une foultitude d'ondes. Commençons par une source ponctuelle. C'est une onde sinusoïde, vitesse de 6 km par seconde, fréquence de 10 Hz. Et là, les ondes, elles se propagent dans toutes les directions. Ici, on regarde ce qui se passe sur une section de 4000 mètres de profondeur et de 5000 mètres de largeur. Au préalable, rappelons juste que dans ces vidéos, le temps est ralenti près de 10 fois par rapport à ce qui se passe dans la réalité avec les ondes sismiques. Déjà parce que sans cela, on ne verra rien, tellement c'est rapide, et pire, je risquerais peut-être de provoquer des crises d'épilepsie parmi mes abonnés. Maintenant, mettons deux sources côte à côte. Même caractéristiques de fréquence et de vitesse. Elles sont juste séparées de 200 mètres. Pour le moment, nous ne voyons pas vraiment de différence. Et vu de loin, ces deux sources, elles peuvent être vues comme une seule et même source ponctuelle, ce qui est assez normal. La longueur d'onde, elle est de 600 mètres et ces sources ne sont séparées que d'une distance de 200 mètres, c'est-à-dire seulement un tiers de la longueur d'onde. Cette distance de séparation, elle est donc négligeable par rapport à la longueur d'onde. Augmentons maintenant cette distance de séparation. Mettons-la à 1000 mètres. Et là, nous voyons apparaître quelque chose de très différent. Ce sont des interférences, car les ondes, elles se superposent. Ainsi, elles peuvent se compenser ou au contraire, elles peuvent s'ajouter à un instant et à un endroit donné. Dans cette simulation, nous voyons apparaître donc des zones blanches où il n'y a plus de vibrations, mais aussi des zones où les amplitudes des ondes sont exacerbées. Les zones blanches, c'est ce qu'on appelle des interférences destructives, et les zones colorées, ce sont des interférences constructives. Alors je ne l'ai pas dit jusqu'à maintenant, mais là-dessus, les petits cercles noirs dessinés par mon programme, c'est ce que l'on appelle des fronts d'onde. Ce sont des lignes artificielles qui me permettent de mieux visualiser l'avancée d'une onde. Voilà, en augmentant la séparation entre les deux sources, je crée d'autres motifs et c'est assez changeant. Maintenant, rajoutons une troisième source. Puis rajoutons une quatrième source. Et puis ici, 9 sources. Et là, avec 20 sources. Et là, nous voyons quelque chose de nouveau qui est en train de se dessiner. La rangée de sources ponctuelles, elle se transforme en une source que l'on peut considérer comme linéaire. Une nouvelle structure d'onde se construit par le jeu des interférences destructives et constructives. Les fronts d'onde se linéarisent. La chose est bien visible quand on affiche les fronts d'onde des sources ponctuelles. Voyez ces cercles noirs? Eh bien, la superposition de tous ces cercles crée une droite parallèle à la rangée de sources ponctuelles. L'enveloppe de tous ces fronts circulaires des sources ponctuelles, c'est une droite. Autrement dit, c'est le front d'onde d'une source linéaire. Alors, perpendiculairement au front d'onde, on peut dessiner les trajets des ondes à partir de leur source. Pour une source ponctuelle, voilà ce que cela donne. Chacune de ces lignes constitue ce que l'on appelle un ré. Et comme ici, il s'agit d'ondes sismiques, on va parler de ré sismique. Et pour une multitude de sources ponctuelles alignées, voilà ce que cela donne. Ces raies, cela forme tout un réseau de fils qui se croisent et s'entrecroisent, comme si c'était du tissu. Alors évidemment, quand on a à traiter beaucoup de sources ponctuelles comme cela n'est pas très pratique. Mais on va pouvoir faire une grande simplification qui va nous faciliter la vie. Voilà une source linéaire d'onde. On y a représenté les raies. Les raies sont perpendiculaires au front d'onde. Ces raies ne se croisent plus, cela forme un quadrillage, un réseau beaucoup plus facile à traiter. Et là, on se retrouve en terrain connu. On peut travailler raie par raie et on peut appliquer les méthodes de l'optique géométrique pour suivre la propagation d'un train d'onde. Rappelez-vous, l'optique, c'est la branche de la physique qui s'occupe de la propagation et de la transmission de la lumière. La longueur des ondes de la lumière, c'est très petit. C'est dans la gamme des longueurs d'onde qui vont de 400 à 700 nanosecondes.
nanomètres, c'est-à-dire entre 0,4 et 0,7 microns. Les sources ponctuelles sont tellement serrées qu'à notre échelle, ce sont des sources linéaires, et les raies sont parallèles entre eux. Et l'optique géométrique, comme son nom l'indique, c'est beaucoup de géométrie. Alors, attention, chose importante, tout ce que je viens de présenter sur les fonds d'onde et les rayons, c'est ce qu'on apprend à l'école dans un premier temps. Mais les choses sont beaucoup plus compliquées que cela. Et jusqu'à maintenant, je n'ai pas parlé du déphasage des ondes. Voyez, les fonds d'onde bien rectilignes, c'est lorsque nous avons des sources ponctuelles qui sont bien synchronisées, qui sont synchrones, c'est-à-dire lorsque ces ondes, elles ont exactement la même forme, qu'elles ont toutes la même fréquence et qu'elles se propagent toutes à la même vitesse et qu'elles partent toutes en même temps, avec des vibrations qui atteignent leur maximum et minimum en même temps. C'est ce que l'on appelle des ondes cohérentes. Et en cours, on commence toujours par les ondes cohérentes, parce que c'est plus simple de faire comme cela. Voici un exemple de deux ondes sinusoïdales cohérentes entre elles. Et lorsque l'on superpose ces deux ondes, elles s'ajoutent. C'est ce que nous voyons là, dans ce cadran du bas. On dit aussi que ces deux ondes sont en phase. Et lorsque ces deux ondes s'associent, elles forment une interférence constructive, car leurs vibrations sont synchrones, leurs vibrations s'ajoutent. Maintenant, regardons ce qui se passe si je décale la deuxième onde par rapport à la première. Et cela exactement sur une distance égale à une demi-longueur d'onde. C'est ce qu'on appelle une onde en opposition de phase par rapport à la première. Et là, patatras. La superposition de ces deux ondes, elle crée quoi? Eh bien rien. C'est le vide, c'est le calme plat. Et là, on parle d'interférence destructive car ces deux ondes s'annihilent. Et dans le cas général, qu'est-ce que cela donne? Eh bien, la superposition de deux ondes déphasées, cela va donner une onde sinusoïdale, comme les deux premières, même fréquence, mais déphasée et avec une amplitude moindre ou supérieure. En fait, dans la nature, les ondes ne sont pas cohérentes. Elles sont désynchronisées entre elles. C'est ce que l'on appelle des décalages de phase. On peut très bien avoir une première onde partir comme cela, puis une deuxième onde, en même temps, partir avec un certain décalage temporel. Et lorsque ce décalage n'est pas un multiple entier de la période, eh bien cela se voit. C'est comme dans une troupe militaire qui marche au pas, et si l'un des troufions se trompe de pied, cela ne passe pas inaperçu. Et en fait, dans la nature, c'est pareil. Les sources ponctuelles ou linéaires ne sont pas synchrones. Prenons une source lumineuse. Ce sont des milliards et des milliards de sources ponctuelles d'ondes lumineuses, et que cela soit dans une LED ou dans une ampoule incandescente, ces sources n'ont aucune raison d'être synchronisées, car ces ondes, elles sont produites par des milieux chaotiques et désordonnés, par des perturbations externes. C'est le grand bazar. Et ce qui sort, c'est de la lumière non cohérente. Et cette lumière incohérente, produite par la réunion de toutes ces ondes déphasées, ici à gauche, voilà à quoi cela ressemble. Ce sont des fluctuations de forme irrégulière. Ce sont des oscillations périodiques, mais avec une amplitude aléatoire, une fréquence aléatoire et un déphasage aléatoire. Malgré tout, il est possible de faire de la lumière cohérente, et cela de manière artificielle. Et ça s'appelle un laser. Laser, c'est l'acronyme de Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, et le mot important là-dedans, c'est émission stimulée. On devrait même dire émission stimulée et contrôlée, car ici, dans un laser, on produit de la lumière cohérente en excitant de la matière à l'aide de phénomènes de résonance. Bon, sur toutes mes simulations numériques, est-ce que cela c'est important? Oui et non. Non, cela n'est pas important parce que ces sources d'ondes non cohérentes, je peux toujours les considérer comme la réunion de sources cohérentes, chaque groupe étant caractérisé par une gamme de fréquences bien définie. Et oui, c'est important, car c'est ça qui va contrôler leur parcours, et c'est ça que je vais démontrer. Alors, qu'est-ce que cela change? Voilà, je reprends mon petit programme de simulation, et ici à gauche, je remets 10 sources ponctuelles cohérentes entre elles. Et à droite, je produis des ondes incohérentes à partir de 10 sources ponctuelles qui sont alignées, mais avec un déphasage aléatoire. Et là, qu'est-ce que j'obtiens? Eh bien, j'ai certaines ondes qui sont en phase entre elles, d'autres non, car elles sont décalées, et voire même en opposition de phase. Cela nous donne donc des segments d'ondes rectilignes, mais il y a des brisures et des zones qui marquent des déphasages. Alors que se passerait-il pour une source linéaire avec des déphasages croissants? Prenons une source linéaire. Les sources ponctuelles sont alignées entre ce point-là et ce point-là. Et là, je vais imprimer une période d'écart entre l'extrémité gauche et l'extrémité droite de la source linéaire. Autrement dit, l'onde partie de l'extrémité gauche aura déjà parcouru une distance égale à une longueur d'onde, soit 600 mètres, alors que l'onde à l'extrémité droite ne sera pas encore partie. La source linéaire fait 3000 mètres de longueur, soit 5 longueurs d'onde. Et la conséquence de tout cela, eh bien le front d'onde est toujours rectiligne, mais cette fois il est incliné. On peut même calculer cet angle, que l'on va appeler alpha, par cette relation, sinus alpha égale côté opposé sur hypoténuse, dans ce triangle rectangle. Et on fait ce petit calcul, sinus alpha égale 600 divisé par 3000, ce qui nous donne un angle de déviation de 11,5 degrés. Autrement dit, un retard progressif de phase, en fonction de la distance, nous décale toute la colonne.
Moralité de tout cela, ce sont les ondes en retard qui impriment la direction générale du train d'onde. Autrement dit, un retard progressif de phase en fonction de la distance nous modifie la direction de propagation des ondes. Et en plus, cela nous produit des ondes linéaires et cohérentes. Cela vous laisse perplexe? Eh bien, c'est quelque chose que nous connaissons bien en fait. C'est quand nous voyons un bateau ou un canard naviguer sur l'eau. Et qu'est-ce que l'on voit? Eh bien, au fur et à mesure que le bateau ou le canard avance, il crée à l'arrière ce qu'on appelle des ondes de sillage de Kelvin. Et parmi ces ondes de sillage, nous avons des ondes que l'on appelle des ondes divergentes de Kelvin, car elles dessinent un cône à l'arrière ou un V. Alors, attention, ça n'a rien à voir avec des ondes sismiques, car ces ondes, ce sont des ondes de gravité générées par le bateau ou le canard, avec une physique bien particulière. Mais le point commun, c'est que ce sont aussi des ondes linéaires et cohérentes, créées par des sources avec déphasage progressif et linéaire. Prêtons un autre exemple afin d'illustrer ce principe. Voilà, je me pose cette question. J'ai une rangée de 10 sources ponctuelles. Quel déphasage progressif, quel retard je dois appliquer à la dernière source pour que mon train d'onde se déplace avec une déviation de 45 degrés? Eh bien, je reviens dans mon petit triangle rectangle et cette fois, je connais alpha. 45 degrés. Je dois donc jouer sur le nombre de périodes de retard entre la première et la dernière source. L'inconnu est donc petit n, le nombre de longueurs d'onde sur le côté opposé de mon triangle rectangle. Et petit d est la longueur totale de ma source linéaire, c'est-à-dire petit d est la distance entre la première et la dernière source. J'ai toujours cette petite formule, sinus alpha qui est égal à n fois lambda divisé par petit d. Alpha, lambda et petit d, tous ces paramètres sont connus et fixés. Ma seule variable de liberté est petit n, le nombre d'ondes. Et je calcule petit n par cette formule, petit n égale sinus alpha fois petit d divisé par lambda. Après calcul, cela me donne petit n égale 3,53. Ma dernière source doit donc être en retard d'une durée égale à 3,53 fois la période de l'onde, c'est-à-dire un retard de 0,35 secondes environ. Si je dessine les fronts d'onde circulaires correspondant à chacune de ces sources ponctuelles, je vois comment les fronts d'onde linéaires sont construits par la superposition de ces fronts d'onde circulaires. Ce qui est très intéressant aussi dans cette petite simulation, c'est de voir que les fronts d'onde linéaires sont bien renforcés par le jeu des interférences constructives. Voyez. Par contre, à l'arrière, dans cette zone ici, les ondes sont affaiblies par les oppositions de phase et les interférences destructives. Voilà, dans cette petite vidéo sur la propagation des ondes, rappelons ces trois petites conclusions temporaires. Premièrement, une source incohérente peut être traitée comme une somme de sources cohérentes au même point, mais avec des fréquences différentes. Deuxièmement, on peut construire une source linéaire par un alignement de sources ponctuelles. Troisièmement, on peut créer un train d'ondes cohérent à partir d'une source linéaire incohérente, mais présentant un déphasage progressif linéaire en fonction de la distance. À partir de là, nous pourrons expliquer les deux grands phénomènes impliqués dans la propagation des ondes sismiques, à savoir la réflexion et la réfraction. Et comme c'est quelque chose qui me prendra un peu de temps à expliquer, je ferai cela dans une autre vidéo. Mais en attendant, faisons un petit bilan rapide sur toutes les notions que nous avons vues, à savoir source ponctuelle et linéaire, longueur d'onde, fréquence, phase, interférence, déphasage, ondes cohérentes et non cohérentes. Et quelles sont les applications pratiques sur tout ce qui concerne les séismes? Eh bien déjà, dans les bouquins scolaires, un tremblement de terre, c'est toujours décrit comme une rupture ponctuelle soudaine au niveau d'un plan de faille. Le point de rupture, c'est le foyer ou l'hypocentre. Cette manière de voir les choses, c'est une approximation qui est certainement valide lorsque l'on étudie des petites failles ou des petites branches de failles. Mais dans la réalité, une faille n'est pas continue. Elle est composée de plusieurs portions, de plusieurs segments, c'est-à-dire de failles secondaires plus petites, et chacune de ces failles secondaires est caractérisée par son propre foyer où se produit la rupture. Et en fait, la bonne définition de l'hypocentre, c'est de dire que l'hypocentre est le point initial de rupture. C'est le point qui produit les premières ondes sismiques qui seront enregistrées par le sismomètre sur le sismogramme. Et c'est le temps d'arrivée de ces premières ondes qui va nous permettre de localiser cet hypocentre, ou son épicentre, qui est la projection verticale de l'hypocentre sur la surface. Comme illustration, prenons exemple de ce séisme de 7,6 de magnitude qui s'est produit le 17 août 1999 en Turquie, le long de la faille nord-anatolienne. Et ce diagramme, il montre la progression des zones de rupture sur la faille de part et d'autre de l'hypocentre qui se trouve à Izmit. Les zones de rupture, elles migrent progressivement de part et d'autre du foyer initial, et pour les grands séismes, nous avons plusieurs sources ponctuelles qui sont alignées et qui sont progressivement déphasées par rapport à l'hypocentre. Dans le cas présent, si on fait un petit calcul de la vitesse de progression de la rupture, à partir de ce petit diagramme,
On arrive à une estimation entre 4400 et 5000 mètres par seconde, soit près de 18 000 km/h. De fait, une faille, c'est une source linéaire constituée de sources ponctuelles progressivement déphasées. Ici, je donne encore un autre exemple tiré de la littérature scientifique. En 2011, des sismologues japonais ont réalisé une étude suite au grand séisme de 2007 sur l'île de Sumatra. Et on voit sur cette carte un instantané des ondes de Rayleigh de grande période. Ces ondes, elles ont une vitesse de 3000 mètres par seconde et une période ici de 20 à 50 secondes, ce qui nous donne des longueurs d'onde de 60 à 150 km. Et que voit-on sur cette carte? Eh bien la succession des ondes avec des fronts d'onde bien rectilignes, okay, mais regardez bien, comparez le sud et le nord du Japon. Les fronts d'onde n'ont pas la même direction. Les auteurs de l'étude n'ont pas d'explication claire de ce phénomène, faute de données plus larges, mais ils écartent tout lien de cause à effet qui serait lié à des hétérogénéités dans le sous-sol japonais. Mais ils pensent plutôt à des phénomènes d'interférence, qui sont à même de dévier un train d'ondes. Autre exemple, voilà deux clichés de la ville d'Antioche, maintenant appelée Antakya en Turquie, avant et après le grand séisme du 6 février 2023. Et on discerne des zones complètement détruites sur ces vues aériennes, et juste à côté d'autres quartiers qui apparaissent moins touchés. Ces zones, elles ont des extensions qui sont de l'ordre de la centaine de mètres, c'est-à-dire du même ordre de grandeur que les longueurs d'onde des ondes sismiques qui ont frappé Antioche. Alors pourquoi? Beaucoup de facteurs clés peuvent expliquer cela. Cela peut être lié à de la mauvaise construction, comme cela a été souvent dit dans la presse. Mais cela peut être dû à ce qu'on appelle des effets de site, c'est-à-dire des endroits où les ondes se retrouvent focalisées et concentrées en raison d'hétérogénéité dans le sous-sol, autrement dit des interférences créées par ces mêmes hétérogénéités. Ou encore, cela peut être dû à d'autres types d'interférences, et cela sans qu'il soit nécessaire d'invoquer des effets de site, c'est-à-dire des interférences qui sont liées directement à la nature de la faille, à sa géométrie et à la vitesse de rupture des différents segments de cette faille. Voilà, encore un dernier exemple, sans aucune autre prétention, je montre juste un petit essai de simulation des interférences des ondes sismiques en s'inspirant d'un cas réel récent. Il s'agit du séisme de Gaziantep du 6 février 2023, et ici je compare avec la carte des iso-intensités produite par l'USGS. Sur ce site, eh bien, je retrouve quelques similitudes, comme dans la région d'Antakya, où les dégâts sont plus importants en raison des interférences constructives. Par ailleurs, grâce à l'analyse des images de satellites prises avant et après le séisme, le laboratoire de télédétection de l'Observatoire de la Terre de Singapour a pu élaborer une première carte plus précise des dommages, à une plus grande échelle spatiale et qui peuvent être comparées avec la petite simulation. Par exemple, la petite simulation montre qu'en raison de la concavité de la faille, à cet endroit, les interférences peuvent produire un moiré plus ou moins fin lié à la superposition des ondes, et cela est susceptible de créer plus d'interférences destructives, c'est-à-dire peut-être plus de zones blanches dans la partie sud. Et c'est ce que l'on semble observer au sud de la faille dans la région de Gaziantep, où les dommages semblent être disposés de manière plus éparse, formant un motif tacheté. En revanche, au nord de la faille, à Kahramanmaraş par exemple, ces dommages semblent apparaître plus concentrés et régulièrement répartis en bandes distinctes, comme cette petite simulation semble le suggérer aussi. Voilà, c'est fini pour cette petite vidéo. La cohérence et les interférences des ondes sismiques, eh bien, ce sont des notions qui sont essentielles pour la compréhension de la propagation des ondes et de leurs dégâts. J'en veux pour preuve ce petit tweet d'une collègue sur un petit constat que l'on fait souvent. Sur deux immeubles voisins apparemment identiques, l'un va s'écrouler alors que l'autre reste debout. Pourquoi? Et cela reste encore une grande question de la sismologie encore non résolue. À bientôt.